Deuxième vidéo de bilan lecture 2019. Ouais, je sais, mais que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. Allez, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors après ma vidéo bilan livresque 2019 où je vous ai exposé tous les livres que j'avais aimés, enfin tous les cas par catégorie, j'ai trouvé que c'était sympa de faire une vidéo où je mettais mes 9 incontournables. Oui, je suis toujours si mal coiffée, hein. Je suis désolée, mais ça c'est les cheveux. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et je me suis dit, tiens, 2019, 9. Et j'ai lu un dernier livre, enfin un des derniers livres, et je me suis dit, mince, il aurait pu rentrer dans mes 9 incontournables. Donc, je me suis dit 9 et 1, 19, ça fait 10. Donc c'est mes 9 incontournables plus 1. Voilà, la fille qui pourrit, hein, le truc, voilà, la comptabilité, c'est pas du tout mon truc, hein, vous avez tout de suite compris. Donc ça, c'est les 9 livres, pour moi, incontournables à retenir de 2019. Alors, évidemment, ceux qui ont vu la vidéo sur mon bilan livresque 2019 ont compris que tous les livres que j'avais lus sont dans cette pile-là, que si je prends les livres de la pile, tout s'effondre et que ma super décoration de Noël qui doit tenir encore une bonne dizaine de jours, parce que oui, il y a l'épiphanie, il y a eu l'épiphanie, puis moi je cale jusqu'à à peu près mi-janvier, hein, parce que j'adore la décoration de Noël, puis ça me gêne beaucoup de lever ma décoration, parce qu'après, ouais, voilà. Oui, je suis une dingo de Noël et donc après ça me gêne un peu de lever la décoration de Noël parce que je trouve que ça fait tout nu, après c'est moche. Bon bref. Oh, il y a Generalox. Coucou. Tu viens? Tu viens montrer ta petite bouille ou tu t'en fous? Ouais, ouais, en gros il s'en fout. Et donc, les 9 livres que je vais vous présenter sont vraiment des livres que j'aime, que j'ai adorés. Je vais vous incruster soit là, la photo que j'aurais prise du livre dans l'année. Mais je voulais juste vous en parler parce que vraiment, c'est des livres que j'ai adorés. Alors, ils sont pas par ordre... je crois qu'ils sont par ordre de lecture. J'ai pris mes notes, hein, parce que... Ah oui, non, mais il y en a certains qui datent de janvier dernier, donc excusez-moi quand même. Hein. Oui, ils sont dans l'ordre de lecture, en fait. Donc, je vais aller du début janvier de 2019 jusqu'à maintenant. Et je vais un peu vous expliquer ce que j'ai ressenti. Alors, le premier que j'ai lu, qui a ouvert le bal janvier 2019, c'est Partiellement nuagé de Antoine Choplin aux éditions La Fosse aux ours. J'ai pas bu pour ça, hein. Bref, c'est l'épiphanie, c'est la galette des rois qui doit... Donc La Fosse aux ours, que j'ai reçu en service de presse l'année dernière au mois de janvier, qui est un livre vraiment qui avait des mots simples, qui a des belles histoires, que j'estime être un peu avec un cœur vaillant et battant, qui parle du Chili, qui parle de la dictature, qui parle des exactions, qui parle des gens qui ont disparu, de la plaie que ça a toujours sur les personnes qui ont perdu leurs proches, sur ce magnifique pays qu'est le Chili, sur une histoire, sur le héros, enfin le personnage principal masculin, sur une femme qui a disparu, sur une autre qui arrive, etc. Je trouve que c'est Partiellement nuageux d'Antoine Chopin est un des plus jolis livres simplissimes que j'ai lu cette année. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens où il n'y a pas c'est pas un thriller, c'est pas un truc rebondissant, c'est pas, enfin, il n'y a pas de rebondissement haletant, il n'y a pas de... Oui, c'est simple, mais c'est poétiquement et romanesquement beau. C'est nuageux. Vous voyez, en fait, Partiellement nuageux, ça m'a fait penser, c'est un peu c'est ouaté comme histoire, c'est-à-dire que c'est un espèce de cocon quand vous lisez ça, même si ça vous arrache les larmes, ça vous met une boule là et que vous avez du mal à respirer et que vous finissez le livre en ayant la larme à l'œil comme moi et que vous êtes ému et que
et que ce livre, malgré le fait que je l'ai lu en janvier dernier, donc ça fait un an, un peu plus d'un an parce que je l'avais vraiment lu les 2 premiers jours, 3 premiers jours de janvier 2019. Franchement, c'est un livre qui m'est resté dans la tête. Et quand j'ai dû faire la liste des livres préférés et du top 3 des livres vraiment qui m'avaient bouleversée cette année et qui m'avaient vraiment plu, il m'est revenu, mais tout de suite, je n'ai pas dû... Tout de suite, je me suis rappelé partiellement nuageux, Antoine Choplin. Voilà, donc premier livre de l'année lu, enfin c'était pas le premier, mais c'était le premier qui m'a bouleversée, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et vraiment, je vous le recommande, franchement. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Requiem de Tony Cavano chez Sonatine, que j'ai reçu aussi en service de presse. C'est... alors, pour moi, c'est un des thrillers de l'année parce que l'enquête est tordue à souhait. Le personnage de l'inspecteur australien Darian Richards est quand même l'un des plus sexy que j'ai rencontré depuis des années. Tordu, hein, le garçon, il a tous les vices presque, mais sexy. Les personnages sont hyper bien travaillés, l'intrigue est bonne, c'est pas ni blanc ni noir, c'est du gris, mais alors du gris perle au gris souris, au gris flanelle, au gris tout ce que vous voulez, hein. C'est gris. Alors, on va pas sortir les nuances de gris, hein, mais c'est à peu près ça. C'est la mentalité australienne, c'est la grandeur australienne, la décadence australienne, si vous voulez, de certains endroits. C'est à la mesure du continent qu'est l'Australie, du pays qu'est l'Australie, c'est-à-dire c'est démesuré. Et je trouve ce roman et tous les Cavano, moi j'ai adoré l'affaire Isobel Vine ou La Promesse que j'ai lu dans l'année 2019 parce que je connaissais pas du tout Cavano avant. Et je remercie Sonatine de me l'avoir envoyé parce que je ne connaissais pas, j'avais aimé le résumé qu'il m'avait envoyé. Et quand il m'a envoyé le livre, j'ai adoré le livre et je me suis dit, il faut que tu lises les deux autres et puis Cavano, quoi. Voilà. Donc je pense que ça fait partie des auteurs, franchement, que je vais suivre et dont je vais suivre les publications parce que franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Troisième livre lu, alors là, je ne vais pas expliquer, j'ai un lien particulier avec l'écriture et les livres et Camille de Peretti. J'ai reçu ce livre en service de presse par Kamal Nevi, Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti, parce que je comptais l'acheter, j'achète tous les livres de Camille, mais il s'est trouvé que j'ai eu Camille quelques temps avant, que je l'ai rencontré, je l'ai vu au salon du livre, je l'ai croisé au salon du livre de Paris, et qu'on en a parlé, que ça sortait après, et donc du coup je l'ai reçu. C'est un livre qui, pour moi, est une très belle histoire de destin de deux femmes, enfin de jeunes femmes, de jeunes filles, dans un Moyen-Âge, qui n'est ni trop daté, enfin c'est pas vraiment positionné précisément, même si c'est assez précis, mais elle a créé un univers intense, un peu fabuleux. Il y a une force narrative dans l'histoire qui est vraiment fabuleuse. Le destin de ces jeunes femmes, elles sont très différentes l'une de l'autre, mais elles ont deux destins qui parlent de conditions de la femme, qui parlent du rapport de la femme à sa vie, à son corps, à ce qu'elle décide, à ce qu'elle ne décide pas, comment elle peut décider de son destin, même si la loi des hommes la contraint à faire quelque chose. C'est un livre, Le sang des Mirabelles, qui vous transperce doucement, un peu comme un goutte à goutte. Et c'est ce que j'ai aimé dans l'écriture de Camille, c'est que justement, elle vous transperce petit à petit, doucement mais sûrement. Elle arrive à vous faire rentrer dans les personnages et à un moment donné, vous décidez quel est le personnage auquel vous vous attachez le plus. Et elle vous donne ce côté intense et fabuleux qu'elle met dans cette histoire-là. Je suis désolée, j'ai des voisins. Voilà, j'ai des voisins, ils savent pas ne pas faire de bruit, hein. Ils sont adorables, hein. Alors, ça fait un bruit fou, quoi. Bref, puis en plus, je crois qu'ils font des travaux, donc voilà.
Ouais, c'est le début de l'année, hein, on fait des travaux, hein, nouvelle année, nouveaux travaux, nouveaux trucs et nouveaux bruits, super. Et donc c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un livre, qui est en plein de quelque chose, c'est brut, hein, quelquefois, il y a des passages qui sont difficiles, surtout par rapport à ce qui arrive aux jeunes femmes, mais franchement, Le sang des Mirabelles de Camille de Peretti chez Cama Nevi, moi voilà, j'aime la plume de Camille de Peretti de toute façon, j'aime ce qu'elle écrit, j'aime sa sensibilité, j'aime sa bienveillance envers ses personnages, tout en les mettant quelquefois dans des positions assez difficiles. Voilà, donc ça c'est ce que j'aime. Autre livre que j'ai lu après celui de Camille, que j'ai beaucoup aimé, et alors là, je le cherchais depuis l'année précédente, c'est-à-dire que je l'ai acheté en 2019, au Salon du Livre de Paris, parce que j'ai passé un petit temps sur le stand de Hautforge Vulcain, parce que c'est une maison d'édition que j'adore. Vraiment, je trouve qu'ils font toujours des livres magnifiques, et moi je suis toujours transportée par ce qu'ils écrivent, hein, enfin par ce qu'ils publient. Donc franchement, le chef de la maison, j'adore, il est adorable. Donc, et j'ai profité d'être sur le stand, parce que je savais que l'auteur de ce livre-là... Oui, il y a General Hux qui a mes papates là. Tu viens, chérie? Ouais, parce qu'en fait, quand ils font du bruit, il déteste le bruit, mon chat. Et donc, il vient se réfugier dans mes pattes et il essaye de venir, mais il se dit que finalement, il va peut-être pas venir. Je sais pas. Bref. Et quand j'ai su que l'auteur était sur le stand aux Forges de Vulcain, sur le salon du livre, j'y suis allée. Et je voulais le lire depuis 2018, donc comme je disais, mais j'avais pas eu pas le temps, mais j'avais pas trouvé en librairie. Donc du coup, j'avais un peu abandonné l'idée. Je m'étais dit, bon, bah, je le trouverai bien sur le stand des Forges. Et c'est en fait, c'est Uther Pendragon de Thomas Spock, qui en fait... comment expliquer ça? En fait, il est assez proche de l'œuvre de Boron, hein, de Robert de Boron, sur cette histoire-là. Il y a une poésie qui se dégage de cette écriture, de cette réécriture de Uther Pendragon, qui est le papounet d'Arthur. Hein. D'Arthur, le roi Arthur. Ouais, ouais. Bon, Uther Pendragon. C'est... En fait, il y a une espèce de chevauchée folle de cette histoire, Uther et Pendragon. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a une poésie, il y a un côté romanesque dans cette histoire, il y a une beauté dans ce texte, dans l'écriture même de cet auteur-là. Le roman en lui-même est ciselé. Je sais même pas comment dire, parce que moi j'adore la légende arthurienne, et dès qu'il y a des choses qui sortent sur ça, j'adore le lire, et j'ai trouvé que la qualité d'écriture et la poésie qu'il avait mis dans son texte, et l'histoire en elle-même, toute cette exaltation qu'il mettait dans ce roman-là, c'était quelque chose qui était palpable. Voilà, c'était, vous suivez ces aventures de ces frères, ça vous entraîne dans un espèce de tourbillon, mais à la fois, le texte est sublime. Voilà. Je pense que il y a peu de textes comme ça où, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit, mais quelle poésie il y a là-dedans. C'est rare que quand je ferme un livre, c'est arrivé pour Camille de Peretti, mais c'est rare que quand je ferme un livre, je me dise, putain, tu peux pas écrire. Arrête d'écrire, laisse tomber, t'énouilles, ma pauvre fille. Voilà. C'est très rare que, à la fin d'un livre, je doute de mes capacités d'auteur. Je sais à peu près ce que je vaux. Je dis pas que je suis à ce niveau-là, hein, je suis pas à ce niveau-là, mais je sais ce que je vaux. Et il y a très peu d'auteurs et de livres qui, quand je ferme le livre, me disent mets-toi à la cuisine, Chatoun, hein, parce que non, laisse tomber, quoi. Je suis pas mauvaise en cuisine en plus, hein. Je dois signaler que j'ai aussi ce talent-là. Pas en pâtisserie, là je suis nouillette, mais en cuisine, ouais. Je me défends, je touche ma bille en cuisine. Mais alors ce texte-là, voilà, ça fait partie. Alors en plus, j'avais lu Camille de Peretti avant, j'ai lu Thomas Spock derrière, je me suis dit, ouais, il va falloir arrêter d'écrire. Mais voilà, Uther Pendragon, Thomas Spock, chez Aux Forges de Vulcain. Franchement, si vous avez à lire un livre poétique sur la légende arthurienne, enfin sur le papounet de machin, bah allez-y, quoi, parce que là, franchement, vous allez sortir, vous allez avoir les yeux avec des petites... Ça se voit que j'ai des étoiles encore dans les yeux quand je l'ai lu. Ouais, je crois. Voilà. Autre livre, alors là...
Le grand écart complet. On passe de la poésie pure avec Uther Pendragon, machin, légende, tout ça, à vas-y que je te poignarde et que je te balance dans l'eau. Et en petits morceaux, parce que c'est pas rigolo sinon. Voilà, donc ça c'est 1793 de Niklas Nash Hoche Dag, paru chez Sonatine, que j'ai aussi reçu en service de presse, c'est son premier roman, c'est un thriller historique qui se passe en Suède, donc en 1793. On sent le souffle, le boulet, le souffle du boulet de la Révolution française qui a eu donc en 1789, et la vague qui s'est passée en France. Donc eux, les aristos de Suédois sentent bien... voilà. Et il y a cette espèce de... Il y a des meurtres, il y a des disparitions, des meurtres assez... bref. Et l'histoire est captivante parce que les personnages sont captivants, parce que les personnages qui mènent l'enquête sont hyper bien faits. Le personnage de l'inspecteur de police, mais c'est l'un des personnages, c'est style... vous adorez le détester, mais c'est un type qui a une faille, et vous sentez la faille, et vous avez juste envie de le protéger, mais tout le long du roman. C'est-à-dire que tout le long du roman, non, 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 il va pas lui arriver ça, non, je veux pas voir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, quand vous arrivez à la dernière page, au petit cœur, il fait ça. Pas que pour les meurtres, hein, pas que pour l'histoire, parce que je vous mets au défi de comprendre ce qui va se passer avant la fin. Parce que moi, j'ai rien capté. Enfin, j'ai capté, mais je l'ai pas vu venir. Et quand je me le suis pris en pleine face. C'est captivant, c'est hyper bien écrit. L'histoire est magistrale. Le contexte historique est top. Je connaissais pas trop, mais j'ai une copine suédoise, enfin finnoise, mais qui habite en Suède. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, ouais, tu connais ça? Elle me dit, ouais, je connais ça, tu l'as lu? Non, mais attends, bouge pas, je connais quelqu'un, machin. Et histoire, machin, je lui explique. Elle me dit, ouais, mais c'est ça, machin. Donc, l'histoire est top. C'est aussi en filigrane un point de vue quand vous finissez le livre, que vous fermez, il y a cette espèce de question de survie et de vision de la justice. Et je pense que quand vous fermez le livre, avec l'enquête, les personnages, ce contexte, la fin du 18e, etc., il y a quand même votre vision à vous de la justice et de la survie. Il y a des livres comme ça qui, quand vous le fermez, vous font réfléchir, vous font revoir vos priorités, même si c'est 10 minutes, hein, mais en tous les cas, vous font réfléchir sur quelque chose. Et 1793 de Niklas Nash Hoche Dag, Nat Hoche Dag, de chez Sonatine. Franchement, c'est un des thrillers historiques, on va dire, qui à lire impérativement. C'est un page-turner de première catégorie. Franchement, moi, j'ai eu du mal à décrocher de ce truc-là, et j'ai eu du mal après à me dire, ah ben il y a mieux, quoi. Voilà. Sur ce format-là, hein, je veux dire. Voilà. Alors après, oh punaise. Alors, après ça, j'en ai lu plein, des très sympas, des mignons, des machins. Et j'ai eu la possibilité d'avoir en service de presse, donc en avant-première, le dernier roman de Jérôme Attal, chez Robert Laffont, qui s'appelle La petite sonneuse de cloche. Et je l'ai lu, donc, quand je l'ai reçu, mi-juillet. Il sortait fin août. Et alors là, je sais même pas quoi dire. Je suis amoureuse du livre, en fait, je crois. Alors, cette histoire, il y a deux histoires entrelacées. Il y a l'histoire d'un côté de Chateaubriand, exilé, jeune, qui est donc en 1793 à Londres, qui s'est exilé avec un de ses potes, parce que c'est... Hein, voilà, la terreur, hein, donc c'est que du bonheur.
qui est un peu la traîne savate, hein, à Londres quand même, qui n'est pas très fortunée, etc. Et qui un jour se fait enfermer dans l'abbaye de Westminster et qui est réveillé par un baiser d'une jeune femme, la petite sonneuse de cloche, qui est la fille du sonneur de cloche officiel de l'abbaye de Westminster. Bref, et on suit cette histoire-là. Chateaubriand, exalté, miaha, bisous, ah, il est amoureux, bref. Et de l'autre côté, il y a l'histoire de ce jeune homme qui perd son papa, qui était un spécialiste de Chateaubriand, et qui, dans ses notes, retrouve le fait que son papa cherchait, était sur la piste de qui était cette petite sonneuse de cloche qui apparaît en filigrane dans les mémoires de Chateaubriand, qui existent, hein, vous pouvez aller fouiller, c'est écrit. Et Jérôme Attal part de ce postulat entre les deux histoires qui se chevauchent. Il y a des histoires d'amour, bien entendu, des deux côtés, dans les deux histoires, que ce soit l'une ou l'autre. Je surveille, c'est Général Hux qui tourne et qui tourne et qui tourne, et qui va arriver, hein, à un moment donné, il va venir s'incruster là, parce que il cherche... En fait, il finit. Il est un peu feignasse comme ça, il ne saute pas sur les jambes, il faut aller le récupérer. Bah, tu n'as qu'à sauter là, chatounette. Viens, bah, saute. Bref, c'est encore décousu quand il y a Général Hux, c'est un peu n'importe quoi. Et il y a une espèce de sentiment d'inachevé dans cette histoire, parce que c'est un amour impossible aussi pour Chateaubriand. Et moi, cette espèce de baiser simple, furtif, qu'on a l'impression qui n'a pas existé, mais qui n'a existé, qui c'est quand même suffisamment important pour avoir marqué l'esprit de Chateaubriand, pour l'avoir mis dans les mémoires des années après, alors que ça a été furtif, quoi. C'est un truc comme quoi le goût, ce sentiment de goût amoureux inachevé, ah bah voilà, il est là. Voilà, viens ici, viens mon gros lapin. Oh, c'est gros lapin. Je l'appelle lapin. Voilà. Regarde, chérie. Hein, oh, bonjour tout le monde. Je suis le général Hux. Ah bah oui, tu as sorti à mon pull. Du coup, personne ne te voit. On voit tes yeux et on voit le petit truc tout blanc là devant. Oh ouais. Allez, descends. Oui, mon poussin. Et il miaule après. Enfin, vous l'avez pas entendu, mais il a fait... Ça ne plaît pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Oui, mais comme d'habitude, tu as toujours faim, mon gros chat. Et c'est... Moi, je trouve que le livre de Jérôme Attal, La petite sonneuse de cloche, c'est quand même l'un des plus romanesques que j'ai lu. Il est empreint d'une espèce de beauté et de sentiments amoureux, de ces sentiments où vous sentez que l'histoire aurait pu être belle, mais elle a été avortée d'une façon ou d'une autre. Et il y a toujours ce goût d'inachevé, ce goût de regret quelque part, ou fantasmé peut-être aussi. Et donc je trouve que ceux qui connaissent ou ont connu ce genre de sentiment ou d'une histoire qui était très belle, qui s'est très bien déroulée, mais qui a été obligée de s'achever pour une façon ou une autre, pour une raison ou une autre, tragique ou pas tragique, vous avez toujours ce goût-là de regret, d'inachevé, de quelque chose qui aurait pu être mieux, mais qui ne s'est pas passé. Et en fait, c'est un espèce de souvenir. Voilà. Donc franchement, c'est un livre que j'ai recommandé. Et si je dois l'offrir à quelqu'un, je l'offrirai à tous les gens qui veulent. Hein, parce que franchement, enfin pas de monde, mais je veux dire, si je dois acheter un livre, quelqu'un qui me dit je veux une histoire romanesque qui marque, qui soit très belle, qui soit empreinte de quelque chose de profond, bah, je vais recommander celui-là. Autre livre, alors complètement différent, que j'ai lu aussi cet été, qui s'appelle Les hommes incertains de Olivier Rogetsch au Passage, hein, enfin aux éditions Le Passage. Alors là, ça a été le deuxième coup de cœur de la rentrée littéraire en gros, parce que ça se passe, c'est une plongée assez magnétique dans l'URSS, de Gorbatchev, peu avant le coup d'État qui a mis après Boris Eltsine au pouvoir. Il y a les arcanes du Politburo, il y a l'âme de la Russie éternelle de la Sibérie à Moscou, la grandeur et la décadence de ce pays et des hommes, de l'âme slave, des gens slaves. Il y a une force romanesque aussi dans ce roman, une fresque, et tout ce qui fait l'âme russe. Alors, il faut connaître hyper bien ça pour écrire, donc je pense que Olivier Rogetsch touche sa bille sur ça.
Franchement, il touche plus que sa vie, mais bon, c'est voilà. Il faut comprendre aussi la Russie, l'histoire russe, l'histoire de la population russe, ce qu'ils ont pu endurer depuis des siècles, ce qu'ils ont pu euh, avoir, parce que c'est un peuple complexe, c'est une histoire. Vous voyez le général à l'extérieur. Vous savez ce qu'il essaye de faire? Il essaye de dégommer le nounours parce qu'il supporte pas que son copain Hector, là, c'est son copain Hector, c'est l'homme de sa vie, enfin son reine quoi. Et comme il y a les décorations encore de Noël, il supporte pas que de pas voir Hector en gros plan. C'est son reine, c'est son reine. Quoi. Oh là là là. Bref, et c'est une, on est à la fois avec Yuri qui est un agent du KGB, qui a ces arcanes-là, qui a ces responsabilités-là, qui essaye de manipuler un peu tout le monde. Et il y a son neveu, Anton, qui vient de Sibérie, qui est un garçon très particulier, qui est physiquement aussi, il est particulier. Et puis il a quelque chose, il a ce côté un peu... rasputinien, on va dire, ce genre de mage. Et puis il y a des histoires d'amour, celle de Yuri, celle de Anton qui est particulière aussi, etc. Donc il y a beaucoup de choses dans ce roman, Les Hommes Incertains de Olivier Regès, qui est vraiment un roman que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Peut-être parce que je suis russophile aussi et que euh, j'aime la Russie profondément, j'aime l'histoire, j'aime l'âme, j'aime la cuisine, j'aime les gens, j'aime la façon de faire. Et voilà, j'aime la folie de la Russie, du bon comme du mauvais. Et franchement, c'est quelque chose que j'adore. Voilà. Autre livre, donc pour la siècle des siècles, vous êtes bon. Et puis il y a aussi cette espèce de... Et quand même, sous-jacent, il y a quand même l'histoire du fait que la Russie est quand même un pays qui impacte l'histoire en général et qui va, je pense, l'impacter sur les siècles des siècles. Et il faut aussi comprendre comment fonctionne l'histoire russe dans sa globalité, c'est-à-dire que du tréfonds de la Russie jusqu'à l'URSS, jusqu'à la Fédération de Russie, jusqu'à la Russie actuelle, etc. Bref, il faut comprendre les différentes composantes et mosaïques qui est la Russie, puisqu'il y a des mosaïques de peuples et de langues et de peuples d'esprit et de culture et de traditions. Et ça, c'est quand vous plongez là-dedans, vous adorez. Autre livre, et alors là, voilà. Alors on revient à mes premiers amours, qui est l'histoire. Alors pas cette fois-ci de la Russie, mais celle de la Seconde Guerre mondiale, plutôt du côté du Troisième Reich. Je suis désolée, mais je vais être obligée d'arrêter, ce qui est très rare hein, de moi, mais je coupe juste parce que le général Hux est en train de mettre les pâtes dans le vase en cristal de Bohême. Je reviens. Voilà, me retour. J'étais à 2 doigts de me retrouver avec un vase en 1000 morceaux. Voilà, parce que Monsieur Hux a décidé de boire dans le vase. Vachement plus simple que de boire dans sa gamelle. Qui est en porcelaine, pour la petite histoire, son Altesse. Voilà. Mais c'est mieux le cristal, plus simple. Bref, donc je suis passée à la Seconde Guerre mondiale, qui est quand même un de mes dadas, du côté allemand, donc Troisième Reich, et j'ai lu La Fabrique, c'est rien, c'est lui qui... Voilà, il a décidé de me pourrir la vidéo aujourd'hui. La Fabrique des salauds de Chris Kraus, paru chez Belfond. Alors c'est une saga familiale, historique, qui se développe sur 880 pages, hein, mais avec une espèce de fluidité. On suit un personnage qui est en fait la synthèse et le résumé de ce qu'a pu être cette période-là sur avant-guerre et tout ce qui s'est passé après, puisqu'en fait on le suit quand il est sous l'uniforme du Troisième Reich, lui et son frère hein, aussi, puisque son frère est un SS, de la pire espèce, on va dire. On le suit après-guerre, dans les services secrets différents, il collabore un peu à droite, à gauche, avec les Américains, avec le Mossad, avec les services, bref, un peu tout, Russes y compris.
il y a mêlé cette histoire de fratrie aussi avec son frère, et cette sœur adoptive, Ève, qui, convoitent tous les 2, d'une façon assez particulière l'un et l'autre. Donc ça peut être dérangeant pour certaines personnes. Il y a des choses qui sont assez crues, il y a des passages assez crus, il y a des passages vifs, il y a des passages décomplexés, il y a des moments où c'est dérangeant, il y a beaucoup d'humour, il y a un peu de romanesque. Bref, c'est une fresque historique, familiale. On en prend plein la tête. Il y a des pointes d'humour, enfin moi j'ai trouvé. Il y a de la folie dans cette espèce de malheur, parce qu'ils sont faits pour être malheureux, hein. Ils ont décidé d'être malheureux ad vitam aeternam, ceux-là. Il y a des retournements de situation. Alors, c'est ce que j'avais fait pour la vidéo quand j'en avais parlé. Il faut quand même aussi prévenir quand on a un livre comme ça, comme La Fabrique des salauds entre les mains. Il faut quand même prévenir que on ne peut pas partir bille en tête de lire 880 pages si on n'aime pas l'histoire, si on n'aime pas le Troisième Reich. Enfin, elle n'aime pas. Je m'entends. Si on n'aime pas l'histoire et qu'on ne connaît pas ça, qu'on part avec des lacunes, parce que ça se passe pas en Allemagne, mais ça se passe dans les pays baltes, sachant qu'il y avait des Allemands ou des affiliés ou des sympathisants, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont dures, il y a des passages qui sont assez compliqués. Quand, comme moi, vous connaissez cette histoire-là, pour vous, il n'y a rien de choquant. Enfin, pour moi, il n'y a rien eu de choquant, j'ai rien découvert. Il n'y a pas de choses que, sur cette période-là que j'ai découvert en me disant « Ah bon, il s'est passé ça à l'époque ?» Non, non, rien. Voilà. Après, si vous ne connaissez pas cette période, si vous n'aimez pas ça, si les histoires un peu baroques, un peu sulfureuses, malsaines, parce que le rapport à tous les trois sont assez malsains, n'y allez pas. Parce que 880 pages, vous allez décrocher à un moment donné, vous allez sortir de là en vous disant « Mais c'est quoi cette horreur ?» Voilà. Pour moi, La Fabrique des salauds, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui est à la fois complexe, à la fois dérangeant, à la fois avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de recul. Cet homme qui raconte, qui est dans un hôpital, qui raconte sa vie, qui déroule sa vie à son voisin de lit, enfin de chambre, que son voisin de chambre, il le croit pas, et qui en plus, il est un peu... parce qu'ils sont dans un contexte, hein, je vous expliquerai pourquoi ils se retrouvent tous les deux à l'hôpital, vous comprendrez en lisant, si vous lisez, si vous l'avez lu. Donc il lui déroule sa vie qui paraît complètement folle, qui paraît complètement aberrante, qui paraît être inventée de toutes pièces alors que c'est tout à fait plausible et probable qu'il y ait eu des gens comme ça. Et moi j'ai adoré ça. C'est-à-dire que j'ai adoré ce plan. Alors il y a des longueurs, c'est pour ça que ça fait quand même... Je signale quand même parce que si vous aimez pas, il y a quand même des longueurs, il y a des passages quand même où on se dit ah, il tourne en rond l'auteur, il y avait des redites, etc. Mais c'était des redites utiles pour moi. Après, je sais qu'il y a des gens, parce que j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, parce que j'ai vu des articles, il y a des gens qui ont dit que c'était les 880 pages n'étaient pas nécessaires sur 880, il aurait pu en couper une centaine. Voilà. Je pense que si l'auteur et l'éditeur les ont gardés, c'est qu'ils étaient justifiés et justifiables. Pour moi, ils l'étaient. Après, La Fabrique des salauds vous met en face de vous, du lecteur, et vous plonge dans votre introspection. C'est-à-dire que si vous sortez de là sans vous poser des questions, et uniquement en vous disant « Ouais, non, mais j'ai appris quelque chose, mais j'ai pas appris, mais j'ai appris, mais j'ai pas appris vous avez rien compris au livre, quoi. Ou alors vous l'avez lu trop vite, vous êtes passé à côté de certaines choses. Voilà, moi je suis sortie de là en me posant certaines questions, et comme je vous le dis, même si je connais hyper bien la période, et que j'ai été surpris sur aucun détail qu'il a donné, y compris la période post-Seconde Guerre mondiale, y compris sur les relations qu'ont eu certains Allemands, gradés, pas gradés, etc., qui se sont faufilés dans les services secrets des autres puissances, et que certaines puissances les ont récupérés de l'une pour les prendre sur l'autre, etc. C'est quelque chose qui est réel. Si ça vous choque dans ce livre-là de savoir qu'il y a des SS qui ont collaboré après avec des services secrets et qui se sont retrouvés entre guillemets blanchis, tout va bien, tout va bien Madame la Marquise, bah, c'est la vérité.
Voilà. C'est comme les scientifiques, comme les ingénieurs, il y a beaucoup de gens qui ont été recyclés par les alliés, échangés par les alliés. Voilà. Et ça, c'est inhérent à toutes les guerres. Ça, si vous ne connaissez pas l'histoire, comment se jouent les post-guerres, il y a beaucoup de choses qui vont vous choquer. Voilà. Sinon, sur la relation familiale entre ces trois personnes, etc., ouais, c'est cru, c'est un peu malsain, etc. Mais c'est une histoire d'amour. Des deux histoires d'amour. Mais c'est une histoire d'amour, voilà. Après, il y a deux tournants dans cette histoire. Il y a deux scènes où il y a deux claques, où je me suis dit non, c'est pas possible, il peut pas lui arriver ça. Et paf, je m'en suis pris une deuxième. Ça m'a nettoyé. Mais La fabrique des salauds de Chris Kraus. J'ai fait une vidéo au mois de septembre sur ce livre-là, donc si vous voulez le voir, j'essayerai de me rappeler qu'il faut que je vous mette le lien, mais bon, avec ma tête des fois. Mais en tous les cas, vous allez voir en septembre, il y a écrit La fabrique des salauds de Chris Kraus. J'ai fait une vidéo que pour ça, pour expliquer aussi le contexte, etc. Voilà. Avant-dernier livre, enfin dernier livre des 9, incontournable de l'année, c'est L'homme qui chaussait du 62 de Daniel Croze de chez Werg. Parce que c'est un des plus délicats. Cette histoire de ce géant aveyronnais qui est fait calqué sur un homme qui a existé, qui s'appelait Henri Coe. Daniel Croze crée ce Ulysse, ce géant aveyronnais, qui vit tranquille dans une famille de paysans assez pauvres, qui lui travaille chez son oncle et qui va se retrouver propulsé dans la féerie et en tous les cas pour lui dans l'univers du cirque, de ces cabinets de curiosité comme on appelait ça à la belle époque, de ces gens atypiques, des géants, les lilliputiens, les femmes à barbe, les personnes très gros, les gens difformes comme vous connaissez les Fantman, etc. C'est délicat, c'est simple, c'est prenant, c'est hyper bien écrit, c'est émouvant. Il y a des moments très drôles, il y a une très belle histoire d'amour, en tous les cas délicate. Et puis il y a ce Paris du début du XXe siècle, il y a la France profonde et le décalage énorme qu'il y avait entre Paris et la France. Pas la France que profonde en avion, mais la France en général, dès qu'ils sortaient des ports de Paris, c'était le Moyen-Âge, en gros. Et puis je finis sur L'homme qui chaussait 62 de Daniel Croze de chez Rouergue. Toute cette belle époque, toutes les inventions, tout ce qui se passait, etc. Enfin bref, c'est un livre délicat, c'est un livre hyper prenant. Et puis cette histoire de Ulysse, c'est sa découverte de la vie, lui qui est un garçon assez simple, qui est gentil, qui n'a pas une once de méchanceté, qui va se retrouver face à des gens qui sont bienveillants certaines fois, mais qui sont méchants et foncièrement mauvais pour lui. Voilà, donc c'est une très très belle histoire et j'avoue, j'ai fini le livre en pleurant. Voilà, j'ai pleuré aux dernières pages parce que je m'étais attachée à Ulysse et à ce géant qui chaussait une taille de 62 et j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Daniel Croze aussi sur le lendemain de Libération qui parlait du STO et du retour de ces personnes qui étaient allées faire le STO en Allemagne. Donc j'ai découvert cet auteur grâce à ça et grâce à ses livres sur l'Aveyron que j'adore, l'Aveyron, le département, et les livres aussi. Donc franchement c'est le 9e, voilà. Donc ça c'est les 9 incontournables de l'année 2019. Et alors je voulais juste vous parler d'un, je l'ai là, je vous laisse sur les décorations de même. Parce que celui-ci aurait pu rentrer dans les 9 incontournables si j'avais eu suffisamment de recul pour éliminer un des 9. Mais j'y ai pensé et je me suis dit lequel tu aurais pu éliminer. Et en fait, il n'y en a aucun. Donc je me suis dit, j'ai triché comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, 19. Si vous séparez, ça fait 9 plus 1, ça fait 10. Donc ça fait 9 incontournables. Et le dernier de l'année, alors c'est pas le dernier que j'ai lu, mais c'est un des derniers que j'ai lu en vérité. Et c'est un des livres que je me suis pris une claque.
C'est le seul que je vais vous présenter en vrai, puisque tous les autres sont dans la pile derrière, et que je vous rends en photo. Ça s'appelle Le cimetière de Gérard Guise, donc aux Forges de Vulcain. C'est l'histoire de Isobel, qui est... Alors c'est dans un futur proche, non identifié, dans un pays lambda, dans un futur proche où on interdit tout ce qui est culturel, on interdit aux gens de se faire enterrer, on les incinère, on crée des cimetières virtuels. Super, ça donne envie là tout de suite. Où les gens peuvent recréer, créer un endroit pour leurs défunts, et peuvent éventuellement aller leur rendre entre guillemets visite, voilà, leur créer un univers virtuellement mort. Et donc Isobel, elle décide, cette jeune femme, avec des cheveux orange, des longs cheveux orange, alors c'est répété plusieurs fois, et alors c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans mes 9 complets, parce qu'en fait il y a 2-3 fois où l'auteur, alors qu'elle s'appelle Isobel, l'appelle la femme. Et du coup, moi ça m'a fait décrocher 2-3 fois, enfin décrocher, mais je me suis dit, en fait, on sait qui elle est, et de temps en temps, il dit ah Isobel, machin, avec Trévis et tout ça, puis tout d'un coup, la femme lui a dit. La première fois, ça m'a décontenancé. Je me suis dit, la femme, mais de qui il parle? Je me suis retournée, style, hop, et j'ai dit, ah bon, d'accord, ah pardon, c'est. Ah oui. Voilà, donc c'est dommage, hein, parce que. Alors peut-être que c'est la traduction qui a fait ça, parce qu'il est catalan. Donc, je crois que c'est son premier roman en France. Il en a écrit plusieurs, mais je suis pas sûre, hein, je dis peut-être une énorme connerie, sûrement. Mais voilà, donc c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas classé dans le coup de cœur absolu. Mais l'histoire est magnifique parce qu'en fait, elle va aller dans un cimetière chercher le fossoyeur, parce qu'on lui a indiqué que peut-être, éventuellement, dans cet endroit, le fossoyeur accepterait d'enterrer sa maman dans un vrai enterrement. Donc elle va chercher le fossoyeur, elle le trouve, elle tombe sur Trévis, un jeune homme assez spécial. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est assez bizarre, le garçon. Chouinesque, attention, c'est le genre de garçon choupinesque. Mais dérangeant. Il y a quelque chose, vous savez pas exactement qu'est-ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, machin, il y a quelque chose. Et donc on suit ces deux personnages-là dans leur lutte, entre guillemets, pour enterrer la maman d'Isobel. Elle va revenir avec le corps de sa maman, mais elle va tomber amoureuse du fossoyeur, un peu réciproque, donc ils vont entamer une histoire. Mais on ne sait pas, à un moment donné, où on se positionne. C'est-à-dire qu'il se passe des choses assez surnaturelles, ou étonnantes, ou étranges, qui devraient alerter Isobel, mais qui ne l'alertent pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu romanesque, mais c'est aussi un peu à la Tim Burton. Je pense que c'est un roman qui serait parfait, adapté à Tim Burton. C'est un peu l'univers de Sleepy Hollow, enfin pas dans l'histoire, un peu ce côté un peu macabre, mais sans être macabre, tout en étant très poétique, très aérien. Je vous recommande de le lire complètement, parce que la fin vaut son pesant de cacahuètes. Et ça va vous faire réfléchir. La caboche, là, elle va tourner. Parce que ça m'a fait penser à Orwell, le 1984. D'ailleurs, il le cite à un moment donné. Il y a une citation de Orwell, de 84. Ça me fait penser aussi à Intelligence artificielle de Steven Spielberg. Tous ces films de science-fiction, de réalité alternée. Et je vous dis, l'univers de Burton. Donc franchement, c'est un roman que j'ai adoré lire. Je l'ai lu hyper vite. Je crois que je l'ai lu en 2 jours dans le bus, pour vous dire que ça a été rapide. Alors, je dirais pas que c'est un incontournable de l'année, mais parmi tous ceux que je l'ai lus, et parmi ceux que j'ai lus dans les derniers temps, je l'ai trouvé fort juste. Et le propos me plaît beaucoup. Voilà. Et la réflexion qu'apporte ce livre après l'avoir lu me plaît beaucoup. Voilà, donc Le cimetière de Gérard Huys aux éditions Forges de Vulcain, c'est le plus en de l'année.
La vie qui triche, mais qui triche. Donc je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui a été coupée 2 fois. La photo générale Hux. Donc les 9 incontournables, vous les avez. Donc voilà, je dois vous les remettre. Donc c'est Passionnément nuageux, Requiem, Le sang des Mirabelles, Uther Pendragon, 1793, La petite sonneuse de cloche, Les hommes incertains, La fabrique des salauds, L'homme qui chaussait du 62 et donc le plus un, entre guillemets, Le cimetière. Voilà. Donc parmi ceux-là, est-ce que vous en avez, il y en a certains que vous avez lus, je suppose. Je suppose que largement oui. Donc j'aimerais bien savoir en commentaire si, quels sont ceux que vous avez lus, si ce que je vous viens de vous dire sur les livres, ça vous parle ou non. Ceux que vous avez lus, que vous avez détestés, que moi j'ai aimé. Parce que peut-être dans la liste, vous allez me dire « Oh, mais celui-là, il est nul, mais c'est une catastrophe. » Alors parlons-en. Voilà, c'est nul. En tous les cas, c'est les livres qui m'ont marqué cette année. J'espère que l'année dernière, pardon, 2019, j'espère que cette année, il y en a certains qui vont me marquer autant. Pour l'instant, dans ce que j'ai lu, c'est pas encore comme ça. L'année dernière, à cette époque-là, j'avais déjà Parcellement nuageux qui m'avait fait battre mon petit cœur. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'a fait battre mon petit cœur. Donc on va voir. Qui sait? Allez, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera vraisemblablement soit le tag, soit les favoris. Donc c'est les item list du mois. Je sais pas, j'ai pas encore décidé comment j'allais les structurer. Et puis de toute façon à la fin de l'année du mois on se voit pour le point lecture et j'espère en attendant que vous allez faire de belles lectures et peut-être que j'aurai une surprise à la fin du mois en me disant que finalement il y en a un que... Voilà, allez je vous embrasse et encore désolée pour les interruptions involontaires. C'est la photo générale Hux. Depuis que j'ai vu Star Wars il est jaloux. Je l'ai vu 2 fois. Je suis désolée. Et puis je suis quand même team Kylo Ren jusqu'à la fin de ma vie, moi. Allez, au revoir, à bientôt. Et je m'en retourne à mon cognac. Non, là.